Bon vendredi tout le monde, c'est votre topo des marchés à ce vendredi 13 mai 2022. J'espère que les gens sont pas trop superstitieux en ce vendredi 13. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, directeur département des grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé, entreprise située en Beauce. On commence cette semaine, une semaine de bilan. Le premier jet a été lancé pour la prochaine récolte. L'USDA, dans son rapport de mai, présente toujours ses premiers chiffres, ses premières estimations. Évidemment, tout ce qui concerne les ancrages, ça a été calqué sur les intentions d'ensemencement du mois de mars, excusez. Donc, à ce niveau-là, c'est pas là qui était l'intérêt, c'était plus de voir du côté de la demande, en fait, là, où est-ce que ça se situerait, comment l'USDA évalue la situation actuelle, quel impact va avoir la situation actuelle, en fait, sur la demande. Donc, si on commence par le maïs, au niveau du maïs, les ancrages, comme je l'ai mentionné, sont identiques à celles du mois de mars, avec 89,5 millions d'acres ensemencés. Est-ce qu'il va y en avoir plus? Est-ce qu'il va y en avoir moins? Ça sera la réponse, on va la retrouver dans le rapport du 30 juin prochain, là, avec les chiffres finaux là, pour ce qui aura été semé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'avancement est très très lent actuellement, un retard important. On est à 22% le dimanche dernier d'avancement contre 50% en moyenne. Est-ce que c'est la catastrophe? Je dirais non, pas encore, parce qu'évidemment, ils nous ont appris que dans une semaine, on pouvait effectuer des travaux à vitesse très accélérée. Donc, on a déjà vu du 40-45% d'avancement dans une seule semaine. Donc, avec la météo qui a prévalu au cours de la semaine en cours, en fait, là, on peut s'attendre à un avancement assez important la semaine prochaine dans le rapport de lundi. Ça va être un rapport qui va être, je pense que ça va être un tournant, là, le rapport de lundi, parce qu'on va être rendu déjà le 16 mai, donc à la mi-mai. Si on est encore en bas du 50% au niveau des ensemencements de maïs, vous pouvez attendre à ce que les prix repartent vers le haut, parce qu'on a terminé la semaine sur des baisses de prix dans le cas du maïs. Si on revient à notre bilan, bien évidemment au niveau de la demande, puisque au niveau de l'offre, c'est-à-dire au niveau de la production, ça reste des chiffres très très préliminaires, parce que là où je veux m'attarder, c'est au niveau de la demande. Ce qu'on appelle la demande domestique, hein, on sera à 12 pas tout à fait 2 milliards contre 12,4 cette année. Les secteurs qui ont été réduits, c'est là, au niveau du feed, c'est-à-dire au niveau de la nutrition animale, il y aura une consommation moindre de presque 300 millions de boisseaux de moins pour l'alimentation animale. Et chiffre bizarre un peu, au niveau des exportations, hein, cette année, la prévision est à 2,5. L'année précédente, on était à 2,7 milliards de boisseaux. Cette année, pour l'année qui vient, en fait, à partir du mois de septembre, aller jusqu'au mois d'août l'an prochain, on s'attend à 2,4 milliards de boisseaux. Quand on sait ce qui se passe en Ukraine, puis que l'Ukraine est quand même un joueur important dans le marché d'exportation du maïs, j'ai de la misère un peu à comprendre la logique qui se cache derrière ce chiffre. Au net, on se ramasse avec un bilan de 1,36 milliard de boisseaux versus 1,44 pour l'ancienne récolte, si on veut. C'est sûr que c'est pas le bilan final. Il reste encore quelques mois avant d'avoir les chiffres finaux à ce moment-là, mais ce sera une légère baisse des niveaux de stock. On peut dire une stabilité dans les stocks, en fait. Par contre, au niveau des prix, les prix prévus pour cette année, on parle à la ferme, là, évidemment, aux États-Unis, on parle de 5,90 du boisseau, alors que là, on sera à 6,75 pour l'année à venir. Si on regarde un peu au niveau mondial, avec tout ce qui se passe en Ukraine, ben, il est intéressant de voir comment l'USDA interprète tout ça là, dans ses chiffres. Ce qui en ressort, c'est qu'au niveau du Brésil, on s'attend à une récolte 10 millions de tonnes plus importante que celle de cette année, avec un 126 millions de tonnes. L'Argentine serait à plus 2. L'Ukraine, on parle de moins 22 millions de tonnes au niveau de sa récolte. Et au niveau des exportations, ben évidemment, c'est une baisse de 14 millions de tonnes. On en avait exporté 23 millions cette année. Ce serait seulement 9 millions l'an prochain. Et vous aurez compris que tant que le conflit n'est pas terminé, ces chiffres-là sont appelés à être révisés très souvent et possiblement plus vers le bas que vers le haut. Compte rendu qu'on est déjà rendu au mois de mai, là, puis avec tous les dégâts dans les infrastructures en place, ces chiffres-là sont probablement appelés à être révisés vers le haut. Concrètement, on parle des exportations totales là, dans le monde à 182,7 millions de tonnes versus 197,7 l'an dernier. Donc, c'est évidemment le recul de l'Ukraine, mais il n'y a
En tout cas, dans ces chiffres-là, il n'y a pas de pays qui reprend clairement le relais. Des pays importants comme le Brésil, l'Argentine, même les États-Unis. Tantôt, je parlais d'une baisse, donc ce serait une... Comment pour voir ça? Ce serait une baisse de la consommation de maïs, tout simplement. Donc maintenant, si on revient au marché à terme du maïs, vous voyez qu'on termine la journée aujourd'hui avec une baisse de presque 10 sous du boisseau. Ici, c'est le contrat du mois de juillet. On termine la semaine presque inchangé, hein, tu sais, à 0,38, c'est-à-dire qu'en début de semaine, on a vu une augmentation des prix qui s'est terminée par un recul hier et aujourd'hui. Et si on va voir nos indicateurs techniques au niveau du maïs, vous pouvez voir ici que c'est en mode neutre. Donc, avec le recul d'aujourd'hui, ça n'a pas nécessairement été un signal fort de vente, donc le marché est plutôt sur le neutre présentement. Donc, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de direction claire, là, c'est quand on regarde seulement au niveau des indicateurs techniques. Maintenant, si on va du côté du soya. Si on regarde maintenant du côté du soya pour la récolte américaine, c'est le même principe que pour le maïs. Hein, on est à 91 millions d'acres. C'est les chiffres qu'on avait dans les intentions d'ensemencement, qui en passant seraient des ensemencements records pour le soya. Au niveau des rendements, c'est à peu près les mêmes qui sont prévus. Hein. On était à 51,4 l'an dernier. On parle de 51,5 cette année. Maintenant, quand on regarde au niveau de l'utilisation, on parle d'une légère augmentation dans le crushing. On parle de 40 millions de boisseaux de plus dans le crushing. Oui, pour le crushing, on était rendu avec... une légère augmentation, ce sera un 40 millions de boisseaux d'augmentation pour le crushing. Les exportations, par contre, dans ce cas-ci, sera en hausse. Hein. On parle des exportations à 2,2 milliards de boisseaux. Cette année, ben, c'est pas le chiffre final, mais on était à 2,140 milliards de boisseaux et l'année précédente, on était à 2,26. Donc un chiffre qui pourrait être semblable à 2020-2021. Au niveau des stocks de fin, ben, ce sera une augmentation. Cette année, on parle de 235 millions pour boisseaux pour l'ancienne récolte, alors que pour l'an prochain, on sera plutôt à 310. Au niveau des prix moyen payé à la ferme, on parle de 13,25 pour l'ancienne récolte et on aurait une moyenne de 14,40, donc une augmentation de 1,15 du boisseau pour ce qui est des paiements à la ferme. Tantôt, on parlait d'avancement dans le maïs, ben, au niveau du soya, même principe, hein, on est à 12 versus 24, donc dans le soya, c'est sûr que ça peut être semé un peu plus tard. Mais quand même, c'est un retard important, hein, c'est du simple au double. Mais encore là, ça peut avancer très, très rapidement. Maintenant, si on regarde au niveau mondial, et quand on regarde les chiffres du Brésil, mais si on recule v'là un an, c'était pas si... comment je pourrais dire ça? On a terminé l'année, ben l'année n'est pas terminée, mais on parle de 125 millions de tonnes produits de soya pour le Brésil. Là, ce qui est prévu dans le pipeline, on parle de 149 millions de tonnes. Oui, vous avez bien compris, 149, c'est une augmentation de 24 millions de tonnes. Et si on recule d'il y a un an, ben, on parlait aussi de 144, 145 millions de tonnes pour la production du Brésil. Donc, c'est très, 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 très préliminaire comme prévision. Puis vous pouvez voir que en dedans d'un an, ben, les chiffres peuvent changer énormément. Donc, c'est un recul de 20 millions de tonnes, en fait, là, avec la première prévision qui avait été faite. Au niveau de l'Argentine également, hein, 9 millions de tonnes. Donc là, on parle de superficie record aux États-Unis, 24 millions de tonnes de plus en Argentine, 9 millions de tonnes de... 24 millions, excusez, au Brésil, 9 millions de plus en Argentine. Si Dame Nature collabore, on peut s'attendre à avoir excessivement de stock au niveau du soya. Par contre, les stocks mondiaux, ils seraient, ben, c'est pas vrai, je regardais les mauvais chiffres, je regardais les chiffres de 2021. L'ancienne récolte en cours, on a des stocks mondiaux qui sont à 85 millions de tonnes, alors que là, on passerait à 99, presque à 100 millions de tonnes, donc une augmentation de 15 millions de tonnes au niveau des stocks mondiaux. Au niveau marché à terme, vous voyez, on fait un peu, ben, pas nécessairement du surplace, mais un marché que je qualifierais de côté présentement, avec des hauts et des bas, mais finalement sans direction claire, on peut pas dire qu'il y a une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse claire sur ce marché. On termine la semaine avec le contrat du mois de juillet avec une augmentation de 1,5%. Et sur le niveau technique, ça reste un peu plus positif que dans le maïs, tantôt on était dans le neutre. On a plus d'indicateurs qui nous donnent, qui sont en mode achat. Mais vous voyez que c'est quand même assez partagé, donc c'est un peu à l'image du marché. Hein, c'est pas nécessairement clair comme tendance présentement dans le soya. Maintenant, du côté du tourteau de soya, on va aller voir le graphique. Voici.
Là, on a connu une forte baisse dans les derniers, je dirais, dans les 2 dernières semaines hein, sur le marché à terme. Par contre, vous voyez le chiffre d'aujourd'hui, hein, on termine avec une augmentation de 14 US tonnes courtes. Donc, le marché termine la semaine en force. Tout ça pour dire que est-ce qu'on a vu les creux dans ce marché-là? Quand on regarde le graphique, on voit qu'il y a possiblement une résistance là, un petit peu en bas de 400, là où on est allé visiter et on a rebondi. Donc, il est possible que la semaine prochaine, on continue sur cette tendance-là à la hausse. Vous voyez qu'avec le mouvement de cette semaine, hein, on a commencé la semaine à la baisse pour terminer à la hausse. En fait, je vous dirais que c'est la journée d'aujourd'hui qui a à peu près tout effacé le recul de la semaine, parce qu'on termine avec un peu moins d'1% de baisse pour la semaine. Donc, on a connu une journée très forte en termes de hausse pour le tourteau de soya. Maintenant, sur le plan technique, les indicateurs sont un petit peu plus négatifs. Hein. Vous voyez les moyennes mobiles, hein, on est vraiment en mode forte vente, et alors que pour les autres indicateurs, c'est un peu plus modéré. Mais je vous dirais que là, présentement, la tendance d'aujourd'hui devrait renverser ces indicateurs-là dans les prochains jours, si la hausse devait se poursuivre la semaine prochaine. Maintenant, on va aller voir du côté du blé. Si on revient encore au même principe à notre bilan, hein, le premier jet de l'USDA pour la prochaine récolte. Encore là, c'est les chiffres des intentions. On parle de 47,4 millions d'acres ensemencés versus 46,7 l'an dernier. Au niveau du rendement, on était à 44,3. Si vous vous souvenez, le blé de printemps a connu beaucoup de difficultés là, dans le nord du pays à cause de la sécheresse, qui a réduit les rendements. Là, cette année, on prévoit un rendement quand même à 46,6 boisseaux à l'acre. Au niveau de la demande, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande? Ben, c'est une réduction de ce qui est au niveau des... c'est une réduction de l'utilisation qui passerait de 1,126 à 1,110 milliards de boisseaux. Donc, vous voyez que c'est pas des grosses différences. Au niveau du marché d'exportation, c'est des chiffres assez semblables. Hein. On parle de 805 millions de boisseaux. Et là, ce sera une légère baisse à 775. Là, vous allez dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine? On dit, on va manquer de blé autour de la planète, et on voit des chiffres à la baisse, et dans le maïs, et dans le blé, en tout cas pour ce qui est du bilan américain. Donc, d'où va provenir tout ce blé, finalement, qui va compenser pour l'Ukraine? Quand on regarde les chiffres mondiaux, ben, il y a une petite réponse assez rapide à ça. Au niveau du Canada. Le Canada, sa production est prévue en hausse de 11 millions de tonnes, alors que celle de l'Ukraine est prévue en baisse de 11,5 millions de tonnes. Donc, vous comprenez que l'augmentation du Canada compense la prévision de baisse en Ukraine. Puis au niveau des exportations, c'est le même ratio qui a été mis. Je ne sais pas si c'est un pur hasard ou on arrive avec des chiffres aussi semblables, mais c'est une augmentation des exportations au Canada de 9 millions de tonnes qui sont prévues, alors qu'on prévoit une réduction de 9 millions en Ukraine. Donc, le Canada, à lui seul, pourrait compenser les pertes de ce qu'il pourrait avoir en Ukraine. Donc, c'est peut-être pour ça que les chiffres américains ont été plutôt neutres, on n'a pas vu d'augmentation forte sur ces chiffres-là, mais comme je vous dis, c'est probablement un hasard, là, mais en plus du Canada qui voit ses exportations augmenter, on parle de l'Union européenne, en plus 5 millions de boisseaux. La Russie, je ne sais pas si on doit en parler, est-ce qu'elle va exporter, même si elle voulait exporter, en tout cas, c'est sûr que les pays qui ont pris des mesures contre la Russie, des sanctions économiques n'importeront pas du blé russe, évidemment, mais on parle d'une augmentation quand même de 6 millions de tonnes des exportations russes. Donc, il y a des pays qui sont prêts à prendre le relais. Donc, c'est ce que ça veut dire, mais encore là, ça reste des prévisions. Faut que Dame Nature collabore. L'an dernier, au Canada, vous vous souvenez, c'est le même principe que ce qui s'est passé dans le nord des États-Unis, qui devient le sud du Canada, où ça a été très, très sec. Ça a été des récoltes désastreuses au niveau du blé dans l'Ouest canadien. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas encore rendu à la période de récolte. Mais si la Dame Nature collabore, ben, le Canada pourra compenser une partie des pertes de ce qu'on a eu en Ukraine. Au niveau du marché à terme, vous voyez qu'on avait eu un coup de mou là, au cours du printemps, mars-avril, pour finalement commencer. On voit qu'il commence à se dessiner une tendance à la hausse un peu plus claire là, à partir du mois d'avril, en fait, aller jusqu'à aujourd'hui, là, depuis un mois et demi. On verra si ça peut se poursuivre, mais avec des chiffres comme je viens de vous donner, peut-être que ça pourrait manquer un peu d'élan. Hein. Ça va prendre peut-être un peu de
négative en provenance de l'Ukraine, un peu plus négative en provenance de l'Ukraine, peut-être pour relancer ce marché-là, ou que Dame Nature continue de faire des siennes. C'est sûr que si au Canada, à mesure que les prévisions seraient réduites de production, pour y voir le marché à terme rebondir assez rapidement, puis même principe pour le marché américain, là, en fait. Là. Puis pour la semaine, vous voyez, ça a été une semaine quand même intéressante. Hein? On termine la semaine en hausse de 6,45%. Sur le plan technique, vous voyez, les indicateurs sont tous alignés à peu près sur le même sens, mais vous voyez qu'au niveau des oscillateurs, la plupart des indicateurs sont au neutre. Par contre, les moyennes mobiles, c'est vraiment fort achat. Donc, sur le plan technique, le momentum est encore très bien en place, on pourrait dire, pour des hausses de prix dans le blé. Maintenant, si on change de production, au niveau du porc ici, si on regarde le contrat de juin, vous voyez que, ouch, ça s'est réduit très rapidement. Hein, les prix, on a vu jusqu'à du 1,26, 27, je pense, pour le contrat de juin. Ici, c'est pas nécessairement le contrat de juin, là, le graphique que j'ai là, c'est le premier contrat là, du jour. Là, donc, comme présentement, c'est le contrat de juin, puis bientôt, ça va être le contrat de juillet qui va prendre le relais là, sur le graphique là, pour voir vraiment une évolution des prix au jour le jour. Mais vous voyez que le contrat de juin termine la journée même sur une légère hausse, mais à 1$. Puis on a hier ou ce matin, là, c'était hier, on a descendu jusqu'à 97 sous pour le contrat de juin. Donc, il commence à avoir un peu de négatif autant. L'euphorie était dans le marché du porc que là, présentement, on voit un peu de l'euphorie s'essouffler, mais évidemment, avec tout ce qui se passe au niveau de l'économie, hein, l'inflation, les hausses de taux d'intérêt, on parle de plus en plus de récession, possiblement pour aussitôt que l'automne ou peut-être en début de 2023. Donc, tout ça mis dans le même panier fait craindre un peu une baisse de la demande, en fait, là, pour le porc. Donc, ce qui fait en sorte que les contrats à terme ont un petit peu de difficulté. Mais présentement, la valeur du contrat est à peu près au niveau du prix cash, là, plus ou moins une demi ou un sou. Là. Le prix cash américain, il tourne entre 1 et 1 la livre présentement. Là, on est à 1,5 pour ce qui est du contrat de juin. Donc, je pense que le contrat de juin est vraiment collé sur le prix au comptant. Le prix au comptant recule, monte. Lui aussi, il fait du surplace. La découpe est presque pratiquement à la valeur du prix au comptant. Donc, ça explique probablement pourquoi le prix au comptant a autant de difficultés à redécoller, puisque la valeur de la découpe n'est pas aussi intéressante que le prix au comptant. Par contre, ce que ça peut indiquer, c'est que si les abattoirs sont encore prêts à payer pratiquement le prix que la carcasse vaut à la sortie, c'est possiblement que les abattoirs anticipent une augmentation des prix, en tout cas du moins de la découpe, qui va rentabiliser les abattages présents, qui pourraient être pour les ventes futures. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à un rebond des prix, mais je vous dirais que j'étais très optimiste dans le port. Hein. Je m'attendais à du 1,30 assez facile pour l'été, mais là, j'ai un gros point d'interrogation parce qu'on est quand même rendu à mi-mai, puis plutôt que à ce temps-ci de l'année, normalement, le marché décolle, et là, il a envie de plutôt s'écraser. Ça va être à suivre de près dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que ça donne en termes de prix dollar canadien? Vous voyez que le contrat de juin, ça nous donne 265. On y vient au taux de change. Le taux de change depuis 2 semaines, ouch, gros recul, donc ça favorise le prix du porc. Donc, ça vient compenser une partie des pertes qu'on a eues sur le marché à terme, là, le recul du dollar canadien. Maintenant, tant qu'à parler de dollar, allons-y tout de suite. Vous voyez, le dollar canadien, hein, ouille, comme dirait Carlo Blanchard, et ça a été un recul assez rapide, agressif. Aujourd'hui, par contre, vous voyez, hein, on termine la journée avec 77,340, c'est une hausse de 0,8 points, plus que 0,8, quasiment 0,9 points. Juste dans la journée d'aujourd'hui, on sent un redressement, mais c'est les morts. On pourrait mettre la courbe du dollar avec le marché boursier, puis on aurait une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. Aujourd'hui, les marchés boursiers ont terminé dans le vert avec des hausses assez importantes, alors qu'ils ont évolué toute la semaine dans le rouge avec des baisses très importantes. Donc, le dollar canadien en a subi des contre-coups. La logique derrière ça, c'est quand les gens se retirent du marché boursier, ben, ça prend des dollars, et c'est pas des dollars canadiens que ça prend, mais bien des dollars américains. Donc, ça crée une demande pour le dollar américain, qui fait en sorte que le dollar canadien recule. Donc, la hausse des marchés boursiers aujourd'hui a favorisé la reprise du dollar canadien. Donc, on termine la semaine à peu près où est-ce qu'on était. Vous voyez ici, on avait une baisse de 0,38 pour la semaine. Donc, c'est à peu près là où on était en début de semaine, ou vendredi dernier, quand le marché a fermé.
sur le point de vue technique pour le dollar, ben, on est encore un peu en mode vente, hein, parce que c'était très très fort comme descente, ça descendait très très rapidement. Si le mouvement d'aujourd'hui se poursuit dans la semaine prochaine, évidemment, ben, on pourrait voir ces indicateurs-là passer au vert. Mais pour le moment, les indicateurs sont encore en forte vente pour le dollar canadien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour les images vidéo, hein, vous n'aurez pas pu voir mon beau visage cette fois parce que ma web caméra m'a lâché, ça faisait des images bizarres, donc je l'ai débranché et j'ai dit on va y aller juste avec le son, mais l'information est la même, évidemment. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, puis toujours la même chose, hein, si vous avez des commentaires, des suggestions, ben vous pouvez m'appeler, hein, 418-882-6995. Vous pouvez m'écrire au efournier@bernardbreton.com. Puis en passant, à ceux qui ont du grain à vendre, vous pouvez m'appeler. On est acheteur de grains à l'année, toute l'année. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci, bonjour.